C'est aujourd'hui l'été. Ouvrez votre agenda et vous verrez, c'est écrit samedi 21 juin, été. La première journée aussi du septennat de M. Georges Pompidou. Georges Pompidou sera le prochain président de la République française pour une durée de 7 ans. Il a emporté la victoire avec près de 58% des voix. « 8h30, Interopinion. C'est donc ce matin à 11h que M. Georges Pompidou sera installé officiellement à l'Élysée par le président du Conseil constitutionnel. Cette journée est une victoire de la Ve République. Si elle est importante pour la France, est émouvante pour moi. L'affaire Markovic, c'est une affaire qui commence comme une affaire de droit commun, banale, et qui va se terminer comme une affaire politique de premier plan. Ici, le palais de justice de Versailles, où l'enquête sur la mort de Stepan Markovic au mois de septembre prend un tour nouveau. L'enquête se poursuit la semaine prochaine et je pense que l'on découvrira le ou les assassins de M. Markovic Stepan. Automne 68, lorsque éclate ce complot politique destiné à empêcher Georges Pompidou de se présenter à la présidence de la République. C'est inouï ce qui s'est passé. Les policiers voulaient absolument faire plonger Pompidou. Ça ne l'a pas atteint politiquement. En revanche, humainement, ça l'a énormément atteint. Pompidou n'a pas senti, du côté du général de Gaulle, la défense qu'il attendait. Il y avait une relation de fidélité absolue qui a été rompue. Monsieur le Président, la première question, c'est une question un peu personnelle. Pourquoi est-ce que vous avez fait de la politique? Oh, vous savez, c'est très simple. Ma raison s'appelle le général de Gaulle. À la Libération, comme beaucoup de Français, j'ai eu l'impression que je ne pouvais pas rester dans l'abstrait, en quelque sorte, que constitue l'université, l'enseignement. J'ai voulu faire quelque chose. Les circonstances m'ont conduit au cabinet du général de Gaulle, et à partir de ce moment-là, mon destin était marqué. Il est vrai qu'à un moment donné, lorsque, en 1953, si je me souviens bien d'ailleurs, le général de Gaulle a renoncé un peu, n'est-ce pas, à son activité d'opposition, a mis en sommeil le RPF. Moi-même, à ce moment-là, j'ai quitté le Conseil d'État et je suis passé dans le secteur privé. Mais en 58, il m'a rappelé. Au fond, j'ai toujours eu une sorte de recul devant la vie politique, dans la mesure où c'est une vie publique. Et je préférais travailler comme j'avais travaillé dans la vie de cabinet pendant de longues années. C'est ce qui explique qu'en 59, je suis revenu au secteur privé, malgré le désir que manifestait à l'époque le président de la République. Et puis en 62, il m'a rappelé, il m'a dit « il faut que vous soyez Premier ministre, vous n'avez pas le droit de refuser ». En effet, j'ai pensé que je n'avais pas le droit de refuser, et voilà. Ma mère ne voulait pas qu'il soit Premier ministre. Et Georges Pompidou s'est accroché au meuble, il était pâle. Et il voulait absolument la convaincre. Et finalement, il trouve l'argument, il lui dit « mais tu te souviens en 1944, lorsqu'on a vu le général de Gaulle défiler sur les Champs-Élysées, on s'est engagé pour lui, donc on ne peut rien refuser au général. » Et ma mère a dit oui. Le général de Gaulle a accepté la démission du Premier ministre. Et l'on a vu un Michel Debré détendu et souriant. Quelques heures plus tard, le général de Gaulle nommait au poste de Premier ministre M. Georges Pompidou. Et à l'hôtel Matignon s'est déroulée dans une cordiale atmosphère la transmission des pouvoirs. Il y a eu immédiatement dans les entourages du général, il y a eu des jalousies. Et ces jalousies tiennent au fait que Georges et Claude Pompidou n'étaient pas rentrés dans les réseaux de la résistance. Au début, après tout, il n'avait pas fait ses classes en politique, alors que tous les autres barons étaient élus, réélus. Il n'a jamais caché que pendant la guerre, bon, il a fait un certain nombre de choses qui étaient plutôt à son honneur, mais enfin, il n'a pas du tout participé à la résistance.
Françaises, Français, je crois devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche. En 1965, le général de Gaulle ne prévient pas son Premier ministre qui va se présenter pour la présidence de la République. Il a appris vraiment la candidature du général en même temps que les Français, quoi. Georges Pompidou avait dit qu'il irait à la bataille présidentielle si de Gaulle n'y allait pas. Il pense que de Gaulle va se représenter, mais enfin, il a 75 ans quand même. Et là, c'est le premier petit accroc, réel, mais néanmoins petit accroc, à la fois institutionnel et personnel, entre de Gaulle et Pompidou. 55% des Français l'ont décidé. Le 8 janvier prochain, le général de Gaulle se succédera lui-même. M. Michel Debré, qui allait être nommé ministre de l'économie et des finances du nouveau gouvernement Georges Pompidou, assistait au titre d'ancien Premier ministre à la cérémonie qui a marqué le début officiel du nouveau septennat du général de Gaulle. Brève cérémonie dont l'essentiel a été la remise au chef de l'État par le président du Conseil constitutionnel du procès-verbal de l'élection présidentielle. Quelques heures plus tard, le général de Gaulle devait accepter la composition du nouveau gouvernement qui a mis en tête de son programme l'expansion économique. Il s'agit que dans chacune de nos activités, par exemple une entreprise ou une université, chacun de ceux qui en font partie soit associé directement à la façon dont elle marche, aux résultats qu'elle obtient. Pompidou ressentait en tout cas le projet comme quelque chose qui risquait de porter atteinte à l'autorité à l'intérieur de l'entreprise. Et au fond, c'était sans doute ce qui lui revenait de son expérience du privé. Où irions-nous si les salariés entraient au conseil d'administration ? Et Pompidou refusait cette idée de participation. Il disait que ça allait soviétiser les entreprises. De ce point de vue-là, il y a une vraie vision novatrice du général de Gaulle et une vision plus conservatrice, à coup sûr, de Georges Pompidou. Louis Vallon, vous avez écrit un livre qui fait du bruit. Son titre, c'est L'Anti-de Gaulle. Par ces mots, vous désignez M. Pompidou. C'est, si vous voulez, une critique d'un certain nombre de manigances, c'est le mot que j'emploie, qui ont eu lieu et qui ont rassemblé diverses personnes, dont M. Pompidou. Il y a une véritable ligne de partage entre les gaullistes de gauche, Capitan et Vallon d'un côté, et l'hôtel Matignon de l'autre. Tout de suite, c'est eux qui ont fait à Georges Pompidou le procès de vouloir succéder au général de Gaulle, de vouloir prendre sa place. Et donc, il s'est très très mal entendu avec ces gaullistes de gauche. Georges Pompidou a écrit d'ailleurs un de ses amis d'enfance. Au fur et à mesure que je monte, je sens autour de moi un rideau épais d'opposition. Et donc, c'est intéressant qu'il s'en soit rendu compte, parce que ça préfigure ce complot politique qu'est l'affaire Markovic. Plus il prend d'importance, plus il y a de réactions de gens qui considèrent qu'il a trop d'influence auprès du général. « 180 voitures gisant sur la chaussée. Paris, par le plus navrant des petits matins, faisait le bilan de la nuit dramatique du quartier latin. 367 blessés, dont une vingtaine dans un état grave. » Les événements de mai 68 vont achever de creuser un fossé entre Pompidou et de Gaulle. Pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même perception des événements. Les revendications des étudiants, toutes les histoires de liberté sexuelle, etc. De Gaulle, c'est très très loin de son univers. Donc il a tendance à traiter le problème tout simplement en termes de maintien de l'ordre. Prise d'assaut par les CRS, les barricades brûlent. Derrière chacune d'elles, les étudiants résistent. C'est une véritable bataille qui va durer 4 heures.
Pompidou, il veut régler le problème 68 d'une façon différente. De Gaulle, il veut la force. Puisqu'à un moment, il envisage même de faire tirer sur les étudiants. Pompidou était au début des événements en Iran et en Afghanistan, très loin de la France. Et puis en plus, il n'y avait pas à l'époque les possibilités de liaison. Donc il y avait une incapacité de sa part à intervenir. Je viens d'accomplir un voyage dans ces pays, d'Iran et d'Afghanistan. Maintenant, je rentre décidé à me préoccuper des affaires françaises, sur lesquelles j'ai un certain nombre d'idées. Enfin, je ne vous les dirai pas tout de suite. Il tombe devant des ministres à la mine totalement déconfite, parce que je crois que c'est pour les provoquer. C'est pour provoquer son gouvernement que Georges Pompidou a eu cette phrase, à mon avis malheureuse, de dire « Le général de Gaulle, c'est fini ». J'ai décidé que la Sorbonne serait librement rouverte à partir de lundi. Il décide de rouvrir la Sorbonne explicitement contre l'avis du général. De Gaulle lui a dit, bon, si vous prenez ce risque, enfin, si ça ne marche pas, vous en supporterez les conséquences. La cour de la Sorbonne, occupée par les étudiants dès la réouverture de la faculté, a pris des allures de kermesse populaire, si bien qu'elle devint en quelques heures l'un des pôles d'attraction de Paris. Pompidou donc, avait espéré que son attitude compréhensive vis-à-vis des étudiants provoquerait une baisse de tension. C'est pas ce qui s'est passé. La grève et les occupations d'usines décidées par la CGT allaient brusquement changer la situation. Monsieur le Premier ministre, le président de la République s'adressera-t-il aujourd'hui à la nation? Je ne pense pas, n'est-ce pas, mais si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Malheureusement pour lui, il y a eu au contraire une jonction avec le mouvement ouvrier, des grèves qui se sont greffées sur tous ces événements. Si les étudiants veulent rendre plus humaines leurs universités, déclarait la CGT, les travailleurs veulent rendre plus humaines leurs usines. Il était conscient du fait qu'il devait lâcher du lest. Donc c'est ce qui s'est passé lors des négociations de Grenelle, dont De Gaulle a été, je ne dis pas qu'il en a été écarté, mais en fait disons qu'il ne s'en est pas mêlé. Le but de cette réunion d'une exceptionnelle importance était de trouver une solution à la crise actuelle que traverse notre pays, de mettre fin au vaste mouvement de grève qui a créé une véritable paralysie de notre économie. On aboutit assez rapidement à la journée du 29 mai. On apprend que le 29, donc, que le général de Gaulle a disparu. Officiellement, il doit se rendre à Colombey, mais on apprend que l'hélicoptère qui devait le conduire à Colombey n'est pas arrivé à Colombey et on ne sait pas où il est. Le départ et le mystérieux emploi du temps du général de Gaulle, pendant 6 heures, sa trace a été perdue. Et là, j'ai vu physiquement Georges Pompidou pâle, disant à ma mère, mais ma mère lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il lui dit, mais non, ça va pas. Le général de Gaulle a disparu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça donne qu'un président de la République disparaissant en pleine crise, sans avertir son Premier ministre. De toute façon, c'était une preuve de non-confiance absolue. De Gaulle ne lui dit pas qu'il part à Baden-Baden, enfin il le laisse comme ça dans une semi-inquiétude. Et là, c'est vraiment la rupture. J'ai eu le réflexe d'aller à l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale était complètement déserte. Les gens étaient dans leur bureau, suffoqués par ce départ du général de Gaulle. Ils n'avaient aucune envie de voir des journalistes, évidemment. Et du plus loin de la salle des 4 colonnes, qui la continue, je vois arriver Jacques Chirac. Puis qu'est-ce qui se passe? Rien, le général de Gaulle n'est plus là, mais Georges Pompidou est là. Alors je dis, c'est tout ce que ça vous fait. C'est Georges Pompidou, le patron, de toute façon.
Le général de Gaulle, ayant été séduit par la tentation du départ, revient et s'adresse à la radio, et non pas à la télévision, comme pour l'appel du 18 juin, aux Français. Françaises, Français, j'ai pris mes résolutions. Je ne me retirerai pas. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Je ne changerai pas le Premier ministre. Les Français descendent dans la rue, il y a 800 000 personnes dans la rue, pour qu'on en cesse avec ce que le général de Gaulle avait qualifié de chienlit, n'est-ce pas? Majorité massive pour l'UDR. Le Premier ministre et ses amis ont eu le triomphe modeste. Une victoire de cette importance nous impose des devoirs, a dit M. Pompidou. Le lendemain du jour où le général de Gaulle est parti à Baden-Baden, déjà, Georges Pompidou s'est dit, pour qu'il me fasse un coup comme ça, il faut que je démissionne. Et il l'a redit après les élections. Et il envoie une lettre de démission au général de Gaulle. Et ma mère, c'est la seule fois dans sa vie où elle a pris une position politique, alors qu'elle détestait la politique. Elle lui dit, mais il faut absolument que tu restes au gouvernement. Alors, il appelle Bernard Tricot, secrétaire général de l'Élysée, en disant finalement, si le général de Gaulle le souhaite, je suis prêt à rester. Et il le rappelle au bout de 20 minutes, il dit, écoutez, malheureusement, le général de Gaulle vient de proposer le poste à Maurice Cousin-Murville. C'est un peu c'était l'habitude de Gaulle de faire croire des choses qui n'allaient pas se réaliser. Monsieur Maurice Couve de Murville, Premier ministre, Monsieur Georges Pompidou a remis cet après-midi sa démission au général de Gaulle qu'il a acceptée. Le chef de l'État a rendu hommage à l'ancien Premier ministre. Je souhaite, a-t-il dit, que vous vous teniez prêt à accomplir toute mission et à assumer tout mandat qui pourrait vous être un jour confié par la nation. Ayant fait tout ce qu'il a fait, il était bon que sans aller jusqu'à l'épuisement, il fut mis en réserve de la République. De Gaulle est méprisant vis-à-vis de Pompidou à la fin. Vous savez, c'était deux monstres froids. Et De Gaulle et Pompidou. C'était pas des sentimentaux, ni l'un ni l'autre. Le 1er octobre 1968, un chiffonnier découvre, dans cette décharge publique d'Elancourt, le cadavre d'un inconnu enveloppé dans une housse de nylon et un sac de jus. Le hasard d'un type qui promenait son chien, que le type a été à la police, a dit il y a un cadavre qui est là tout de suite. Les gendarmes qui font les premières constatations, c'est un... D'abord, il pense à un clochard. D'ailleurs, le juge qui est commis à l'époque, qui s'appelle Patard, il va même pas voir. Pour lui, c'est un SDF qu'on a retrouvé mort. Une semaine plus tard, on apprend que la victime est un Yougoslave âgé de 31 ans, Stefan Markovic, ami et garde du corps d'Alain Delon. Et puis, quand l'enquête avance et qu'on identifie le cadavre, on se rend compte que c'est un citoyen yougoslave qui a travaillé aux côtés d'Alain Delon et là, l'affaire prend une autre importance assez rapidement. Alain Delon, dans quelques instants, Romy Schneider va atterrir sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Êtes-vous un petit peu ému? Je ne cacherai pas que je suis un peu ému, oui. Elle va être votre partenaire dans un film. Oui, elle va être mon partenaire dans le film que nous allons commencer la semaine prochaine à Saint-Tropez qui s'intitule La piscine. Bon, n'arrête pas, s'il vous plaît, madame. Ici. Romy. Bon, attends, encore une fois. Romy Schneider, c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons sur la Côte d'Azur. Romy Schneider, vous venez de tourner un film à Saint-Tropez. Ces retrouvailles avec Alain Delon, un petit peu d'émotion dans la voix, peut-être? Oui. Vous êtes heureuse de retrouver Alain Delon? Très. Alain Delon, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez ému, vous aussi, oui. en rencontrant... C'est normal, vous ne trouvez pas? Oui, bien sûr.
Vous êtes vous-même ému en tenant ce micro. Peut-être. La police commence à enquêter et se rend compte qu'il vivait chez Alain Delon, mais très vite, il s'est rendu compte que Markovic était là pour profiter de la vie et profiter de lui en même temps. Il avait profité de l'appartement de l'avenue de Messine pour faire des fêtes. Il y a eu une autre histoire assez étonnante, c'est que dans un film, Delon portait un kimono. Quand le film passe au Japon, il y a un spectateur dans la salle qui se met à hurler parce qu'il reconnaît son kimono. Et en fait, le kimono lui avait été offert par Markovic. Et le kimono avait été volé dans une chambre d'hôtel du Georges V. Au cinéma, on tourne, un film qui fait parler de lui avant que de le connaître par sa distribution. Alain Delon et Romy Schneider, couple retrouvé, Maurice Ronet et Jane Birkin. Il aimait beaucoup Nathalie. Et il a appris que Markovic avait couché avec Nathalie, et ça, pour lui, ça a été quelque chose d'effroyable. Il voulait plus voir Markovic. Il l'avait dit, on ne sait pas si c'est vrai, mais je serais capable de te tuer si j'apprenais que tu as couché avec ma femme. De toute façon, je n'ai aucune déclaration à faire. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que je suis invité à me présenter en qualité de témoin. Je ne viens pas à la première d'un film, il n'y a pas de gala, ni de vedette, ni moins en ce qui me concerne. Merci. Il tournait la piscine à l'époque. Donc il faisait la navette. Il prenait l'avion, il venait, et puis il repartait après pour répondre aux questions. Est-ce qu'il y a eu des points de désaccord entre la partie civile et vous-même? Je n'ai pas de déclaration à ce sujet. Il n'y a aucun élément nouveau à ma connaissance. Est-ce que vous serez entendu à nouveau par monsieur le juge Patard? Oui, puisque le juge n'a pas droit d'observer son plan de travail, ça me confronter avec M. Marcantoni. Est-ce qu'on a fait allusion à ce document qui vous met en cause? Est-ce qu'on a fait... Attention! Attention! Passez à la portière! Mon audition a porté essentiellement sur les points suivants. Reconstitution détaillée de ma vie au 22 de l'avenue de Messine et de l'ambiance familiale. Rappel détaillé de mon amitié avec Stéphane et explication des raisons pour lesquelles, en dépit de ses indélicatesses, j'avais continué à l'aider. Personne n'a jamais tenté d'exercer sur moi un racket quelconque. Il a été très peu question de François Marcantoni. Apparaît un autre personnage qui va être très, très intéressant dans toute l'affaire, et que j'ai beaucoup connu, beaucoup surveillé, qui est Marcantoni, qui était le chef du milieu, l'ami de Delon. En fait, Delon, quand il était à Toulon, dans le quartier de Chicago, il allait dans un bar qui était tenu par un des frères de Marcantoni. Son frère lui a dit, tu sais, le garçon qu'on voyait qui venait dans mon bar à Toulon, c'est devenu une star, tu devrais aller le voir. Donc c'est comme ça que Marcantoni a retrouvé Delon. C'était un voyou de cinéma, Marcantoni. C'était un personnage étonnant. Il avait un accent corse. Et il avait une allure avec son chapeau, ses cigares et ses pompes bicolores. C'était le voyou de l'époque, un voyou pittoresque. Stéphane Markovic a écrit une lettre que s'il y arrivait quelque chose, c'était Delon, Nathalie et François. J'ai dit que je le connaissais peu, Stéphane Markovic. Je l'avais rencontré une ou deux fois chez Delon. Par contre, là où je fréquentais, il ne manquait jamais de se présenter aux courses. Si j'allais aux courses, il disait aux amis, tiens, c'est Marcantoni. Lui parlait beaucoup de moi, par contre, mais pas moi. Quand il est mort, Markovic, j'ai dû le voir 5 fois. Parce que ça commence à circuler dans Paris Histoire. Il faut voir, on est 68, ça commence à avoir une sorte de libération sexuelle. Aujourd'hui, c'est fréquent comme ça. Voilà. Il y a des péniches à partout. Il y a une libération des mœurs là, qui s'installe vraiment. Et on parle beaucoup. Et les Pompidou sont à part dans le milieu politique. Parce que Pompidou, il n'a pas de complexe, il fréquente les artistes, il va à Saint-Tropez.
Et il se fait photographier en maillot de bain, torse nu, avec une cravate autour du cou. Il roule en Porsche. Il est à part dans le milieu politique, surtout ces gaullistes austères, froids. Lui, il est totalement ouvert et ça choque un peu. À partir de cet épisode crapuleux, cette affaire acquiert vite une dimension politique, dans la mesure où ce Markovic faisait, semble-t-il, chanter un certain nombre de personnalités qui participaient à des soirées assez animées. Ce Markovic, comme un certain nombre de Yougoslaves de l'époque, participait à des parties fines. Et donc, le bruit a commencé à courir avec le témoin Akov, qui était un Yougoslave qui travaillait pour Markovic, et donc pour la protection de l'eau, qui un jour a commencé à envoyer des lettres de la prison et qui a été saisi par le juge parce qu'il parlait de l'affaire. Et ce Yougoslave a écrit une lettre à Delon en lui disant qu'il était très bouleversé par la mort de Markovic, etc. Et là, il commence à raconter qu'il sortait avec Markovic et qu'un soir, en sortant d'une partouze, Markovic lui a dit « Tu parles pas de la femme, c'est Madame Premier ministre. » Je ne sais pas faire les photos. C'est lui qui, le premier, racontait les turpitudes de Madame, soi-disant, de Madame Pompidou qui participait à des partouzes. Voilà. Très vite, le ministre de la Justice a été informé. Il a envoyé des motards, ministre de la Justice, qui était capitaine, l'ennemi de Pompidou, qui a amené le dossier par hélicoptère à Colombey-les-Deux-Églises, au général de Gaulle. Et avec à ce moment-là une phrase qu'on a prêtée au général de Gaulle, il faut que le juge d'instruction, non pas les policiers, mais le juge lui-même, Patard, aille en prison écouter Akov et qu'il prenne tous les noms. C'est comme ça que ça a démarré sur le plan politique. Il y avait une photo qui représentait une personne qui ressemblait à Madame Pompidou, et qui était assise, les jambes écartées, avec une fille au milieu de ses jambes, de ses cuisses, et qui avait la chevelure de Sylvie Vartan. Dans un endroit où elle était manifestement très entourée d'hommes, enfin bon, ça s'appelle une partouze. Bon. En gros, j'ai vu cette photo qui était un faux. On ne voyait pas le visage de Claude Pompidou, mais on devinait sa coiffure, on devinait son allure, et moi j'en ai vu quelques-unes. À l'époque, il n'y avait pas le numérique, c'était des collages grossiers, si vous voulez. C'est le premier fake news de l'histoire de la Ve République, mais enfin, ça a failli marcher. À la Tour Maubourg, Pompidou avait son bureau, et il y avait les conseillers. Il y avait Jobert, il y avait Balladur aussi. Ils savaient tous. Mais personne n'avait averti Pompidou. Tout Paris bruisse de ces rumeurs. Et Pompidou, lui, il a bien compris qu'il y avait un scandale qui était en train d'éclater, mais il n'a pas compris que c'était lui qui était la cible. C'est comme vraiment les maris qui sont jamais au courant, qui sont les derniers au courant de la tromperie de leur femme. C'est que tout le monde en parlait, sauf effectivement Georges Pompidou. Jusqu'au jour où Pompidou reçoit dans son bureau un garçon qui a été un de ses collaborateurs, à Matignon, et qui était un garçon un peu mondain qui fréquentait
les cercles de l'époque, les bars de l'époque. Et il lui dit, dites-moi, vous savez qui est cette femme-là Vous qui sortez un peu partout dans Paris, vous devez savoir comment s'appelle la femme de cet homme politique. Et lui, il regarde Pompidou et lui dit, c'est vous. Pompidou apprend ça, donc il est absolument sidéré. Et il est encore plus sidéré de l'attitude qui commence à se apercevoir du côté des gens du pouvoir. Il y a un certain nombre de gens dans l'entourage du général qui jouent un jeu qui objectivement ne lui est pas favorable. Le Premier ministre, Maurice Couve de Murville, le garde des Sceaux, qui était Monsieur Capitan, n'avait pas véritablement pris fait et cause pour la défense de la réputation du Premier ministre et de son épouse. Et puis il y a le silence du général. Le général ne dit rien. De Gaulle, il avait surtout dit que la justice suit son cours. Quant à Pompidou, il a dit, Couve, je vais l'étrangler de mes mains. Le général n'accorde pas foi à ces rumeurs, mais comment dire, ça le renvoie à des remarques qu'il avait fait à Pompidou lorsqu'il était nommé Premier ministre. Il lui dit clairement, les vacances à Saint-Tropez, c'est fini, désormais vous irez en Bretagne. Il est probable qu'autour du général, il y a eu on a exploité cette affaire en disant, voilà, bon, on lui avait bien dit depuis des années qu'il ne devait pas fréquenter ce genre de milieu. On voit des artistes et puis on ne se rend pas compte qu'on peut être entraîné. Puis alors il y a cette expression, il dit, et ça donne un genre qui n'est pas fameux, dit-il. D'un coup, qui sort, qui va boire des coups, qui fréquente les artistes, qui fréquente les people, quoi. C'est pas Vallon et Capitan qui fréquentent les people. On sent bien qu'il y a deux mondes là qui se révèlent et qui se comprennent plus. Et puis après, Pompidou, il faut savoir qu'il aime sa femme. Il adore sa femme. Si tu y arrives, hein. Cette femme, il l'a connue au quartier latin. Elle faisait des études pour devenir notaire. Il lui récitait des poèmes. Il l'a convaincue. Il l'a vraiment séduite. En tout cas, il était furieux de voir ce qu'on disait d'elle. Et il a tout fait pour savoir qui était à l'origine de cette rumeur. Qu'est-ce que ça peut te faire d'être là ou là? Mais je veux voir le fond. Bah, écoute, tu le verras. Non, pas avec moi, alors, un autre jour. Écoute, alors. Ça me fait peur. Et on dit que je suis autoritaire. Pompidou on a dit qu'il avait réagi comme un tigre blessé, et c'est vrai, il a eu vraiment une réaction instinctive, enfin vraiment très, très violente, et c'est une explication qui, semble-t-il, n'a pas été très agréable. Enfin, il dit clairement au général de Gaulle qu'il attendait de lui une réaction plus de soutien, qui n'est pas venue, quoi. Alors le général se défend, dit qu'il n'a jamais cru à toutes ces histoires, mais bon, le mal est fait, quoi. Il avait avec le général des relations de nature affective. Il était très attaché à la personne du général. Quand il découvre que le général peut le traiter comme ça, vraiment il tombe d'assez haut. Alors, on peut dire c'est naïf de sa part, etc. Mais enfin c'est comme ça qu'il a ressenti les choses. Ici, le palais de justice de Versailles, où l'enquête sur la mort de Stepan Markovitch au mois de septembre prend un tour nouveau. En effet, celui que l'on attendait depuis très longtemps, le frère de la victime, partie civile, l'ex-lieutenant de vaisseau de la marine yougoslave, M. Alexander Markovitch, est arrivé il y a 48 heures, se mettant pendant 3 jours à la disposition de la justice française. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on retrouvera ceux qui sont responsables de la mort de mon frère.
En tous les cas, la venue en France de M. Alexandre Markovitch, votre client, a-t-elle fait faire un grand pas en avant à l'enquête? Incontestable. Markovitch était formel jusqu'à la fin. Je lui ai dit, mais vous ne faites pas ça pour me faire plaisir, parce que moi j'étais un adversaire politique. Expliquez-moi, dites-moi la date où ça s'est passé, et faites un dessin, vous allez faire la déclaration au juge d'instruction. Et tu me dis, je vous jure, sur la tête de mes enfants, je les reconnais bien, je reconnais. J'étais là, moi j'étais là, Pompidou était là, etc. Avec Alain Delon, avec Marc Antony, oui, dans la cuisine, avec Pompidou. Georges Pompidou, lui, était à la fois meurtri, il se sentait comme désavoué par le général de Gaulle, et il a décidé de transformer véritablement cette épreuve en opportunité. Il a été tellement heurté par cette photo, cette rumeur, que là, ça l'a déterminé à vraiment livrer un combat sans merci. Et là, Georges Pompidou, suivant les conseils du général d'ailleurs, part à Rome, et on lui pose la question, mais qu'est-ce que vous allez faire? On m'a demandé si je serais président de la République française. J'ai répondu qu'il fallait d'abord que la présidence soit vacante, c'est-à-dire que le mandat du général de Gaulle ait pris fin, qu'il fallait ensuite être élu, et que quant à la candidature, n'était un mystère pour personne, que je serais probablement candidat, et je vous assure en tout cas que je ne fais à l'heure actuelle aucune campagne électorale. Quand les gaullistes ont appris qu'on pouvait succéder à De Gaulle, pour eux, c'était... De Gaulle était irremplaçable, immortel et à vie. Et là, il avait commis aussi un crime de lèse-majesté, Pompidou. Est-ce qu'il s'est révélé quelque chose de très intelligent? Parce que il a brusqué les choses, et tout le monde a été étonné, y compris le camp gaulliste. C'était le message qu'il voulait faire passer, il l'a fait passer, et de ce point de vue-là, effectivement, l'indignation des gaullistes est compréhensible, même si elle n'est pas légitime. Et puis, l'affaire n'en est pas restée là. Quelques jours après, Pompidou s'est rendu à Genève, et là, il a réitéré ses déclarations, mais là, cette fois de façon extrêmement consciente et volontaire. Récemment, avant de venir à Genève, vous avez été à Rome, vous avez fait une déclaration qui a suscité en France et à l'étranger de nombreuses exagèses, de nombreux commentaires. Alors j'aimerais vous demander comment voyez-vous votre avenir politique? Eh bien, je vous surprendrai peut-être, mais je ne crois pas avoir ce qu'on appelle un avenir politique. J'ai un passé politique, j'aurai, peut-être, si Dieu le veut, un destin national. Mais c'est autre chose. Alors là, il n'était plus question du départ du général. C'était si Dieu le veut, j'aurai un destin national. Georges Pompidou et son épouse vont être entendus par le juge chargé de l'affaire Markovitch. C'est une info qui passe sur France Inter. Du nouveau dans l'affaire Markovitch, ce matin, les avocats de Marc Antony ont demandé au juge Patard l'audition de monsieur et madame Georges Pompidou. Les avocats de Marc Antony déclarent que monsieur Alexandre Markovitch aurait pris part à un dîner chez monsieur Alain Delon où se serait trouvé présent Stéphane Markovitch et monsieur et madame Georges Pompidou. Pendant quelques heures, partout, l'information est reprise par la presse en disant que Pompidou va être entendu. Donc, sur une enquête comme ça, entendre, convoquer un témoin, c'est déjà annoncer sa culpabilité. Chirac, qui était extrêmement proche de Pompidou, entend ça. Il appelle Le Teul, qui était ministre de l'Information, pour lui reprocher, pour faire un scandale. Les journalistes des radios d'État étaient aux ordres du ministère de l'Information, quoi. Il est violent, Chirac. Il a des mots très durs vis-à-vis de Le Teul. Il est d'autant plus dur qu'il l'a dit, à l'époque, il n'y avait pas de cabine téléphonique, il s'arrête dans un café, il a le téléphone du comptoir, où les gens sont là. Ça va, Alain? Très bien, et vous? Bien.
C'est la troisième audition? Oui, je crois, oui. Si je me souviens bien, ça doit être la troisième, oui. Troisième ou quatrième chez le juge Peter. Je n'en connais pas du tout le Les motif. raisons? Non, absolument pas. On en saura plus tout à l'heure. La sortie, je vous promets, sûrement, oui. Et puis, pour terminer les informations de la matinée, lors de son audition, Alain Delon a affirmé n'avoir jamais reçu monsieur et madame Georges Pompidou à sa table. C'est pourquoi les défenseurs de François Marcantoni demandent que monsieur et madame Pompidou soient entendus. Il y a notamment un avocat qui était un avocat assez connu à l'époque, qui était Isorni. Donc Isorni était l'avocat de Marcantoni, cherche par tous les moyens à impliquer Pompidou. Isorni avait une haine, mais inextinguible, contre le général de Gaulle. Pour lui, il avait été l'avocat de Pétain, donc le grand homme c'était Pétain. Donc toute sa vengeance, c'était ça, c'était d'attaquer de Gaulle sur ce plan-là. Ça provoque à l'Élysée une réaction, parce que de Gaulle voit quand même que ça va trop loin, et qu'il risque lui-même d'être éclaboussé par ça. Enfin, non pas qu'il ait pu participer, évidemment, le moins du monde à ce genre d'activité, mais enfin, quelqu'un quand même qui a été particulièrement proche de lui, son homme de confiance, son Premier ministre pendant 6 ans, de Gaulle se rend compte qu'il faut stopper cette affaire. Donc il invite Pompidou à dîner. Peu de temps, puisque c'était vers 10h30 du soir. Mais enfin, ils ont bien eu une discussion face à face. Si le général de Gaulle l'invite à dîner, c'est que Mme Pompidou ne doit pas être mêlée à ces histoires. Ils se sont jamais revus, d'ailleurs. Je le dis avec d'autant plus de gravité que certains, ici ou là, cherchent à utiliser mon nom à des fins impures. Eh bien, qu'ils le sachent, je ne suis l'homme d'aucune déloyauté ni d'aucune trahison. À l'automne, de Gaulle fait savoir qu'il veut organiser un référendum parce qu'il sent bien que la victoire des élections législatives de 68 n'est pas la sienne, en quelque sorte. Enfin, il veut tester le lien qu'il a avec les Français. Ce qui est assez curieux, c'est que ce projet se traduit par la transformation du Sénat. Nous devons transformer le Sénat. Nous devons soumettre le projet au peuple. Et parallèlement, il y avait le projet de procéder à une régionalisation. Mais le lien entre la régionalisation et la suppression du Sénat n'apparaissait pas clairement. Or, il fallait répondre oui ou non, enfin donner une seule réponse à 2 questions qui étaient différentes. Le Premier ministre, c'est Couve de Murville. Couve de Murville, finalement, paradoxalement, s'engage très peu dans la campagne pour le référendum. Qui c'est qui s'engage? C'est Georges Pompidou. Si, pendant 25 ans, j'ai lutté aux côtés et sous la direction du général de Gaulle, c'est parce qu'il incarnait le redressement national et qu'il en définissait les voies. Et je n'ai pas changé parce que cela reste vrai. Mais il n'y croyait pas du tout. Il ne croyait pas une seconde que ce référendum passerait. Et donc il a fait campagne à minimum, mais il a fait campagne. Oui, c'est une situation un peu extravagante parce que personne n'y croit à ce référendum. Et on peut se demander même si de Gaulle y croit lui-même. Si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions.
Je me rappelle très très bien, c'est à Brive que j'entends le discours du général et nous sommes convaincus que c'est le dernier discours du général de Gaulle en tant que chef de l'État qui nous dit adieu et que nous appartenons peut-être à l'armée de ceux qui le soutiennent, mais que lundi, le général de Gaulle ne sera plus président de la République. Nous ressentons le vendredi soir intensément cette réalité. La réponse a été non. 11 966 000 Français et Françaises ont voté non au 5e référendum de la 5e République. Échec du référendum, et dans les 24 heures, le général de Gaulle quitte le pouvoir. Georges Pompidou déclare sa candidature. Après la décision du général de Gaulle de renoncer à son mandat, et dans l'incertitude que connaît actuellement le pays, j'ai résolu de me présenter au suffrage des Français. Qu'il en avait marre, de Gaulle. Non, c'était la fin. Tout l'entourage de De Gaulle voyait qu'il ne pouvait plus continuer, que la charge devenait trop lourde et que la vieillesse avait pris le dessus, quoi. Que pensez-vous du départ du général de Gaulle pour l'Irlande? Je pense qu'il cherche le repos et je le lui souhaite. De Gaulle est en Irlande et il lui écrit une lettre qui restait secrète d'ailleurs longtemps. Il lui dit « Sans doute pensez-vous que j'approuve votre candidature. Je l'approuve en effet, mais sans doute aurait-il mieux valu que vous ne l'annonciez pas plusieurs mois à l'avance, ce qui a fait perdre des voix au oui au référendum. » Et il ajoute « Ce qui pourra vous gêner un peu dans votre personnage si vous êtes élu. » C'est-à-dire, sous-entendu, vous m'avez trahi. Jusqu'à la fin de sa vie, jusque quand il est mort, il avait un petit carnet qu'il gardait sur lui, sur lequel il y avait une dizaine de noms, des gens qu'il avait trahis et qu'il avait dit « je me réglerai leur compte ». Du côté du gens qu'il avait enfoncé, il y avait beaucoup de gaullistes, effectivement. Il fait le ménage au SDEC. La plupart des agents qui y travaillaient, des officiers du SDEC, sont retrouvés à la rue. Il avait fait un grand ménage, Pompidou. Il n'avait pas oublié quand même tout ce qu'on lui avait fait. Le complot politique s'est perdu dans les sables, et au point que les Français se sont rendus compte qu'on avait essayé d'abattre Georges Pompidou. Cette affaire Markovic qui a sûrement été dramatique et pour Claude Pompidou et pour son mari, a finalement fait gagner 2 ou 3 points dans les pourcentages. Française, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. À la mort de Gaulle, Pompidou se rend à Colombey-les-Deux-Églises pour saluer une dernière fois le général. Mais la famille a fait fermer le cercueil, alors qu'elle sait que Pompidou va arriver. Ils ne veulent pas que Pompidou voie De Gaulle une dernière fois. Je me souviens de conversations, paix à ses cendres, que j'avais avec Maître Isorni, qui était l'avocat de Marc-Antony. Et je lui avais dit, écoutez, faut pas me raconter l'histoire. Marc-Antony a trempé dans cette histoire. Et il m'avait dit, écoutez, Dupin, c'est vrai que Marc-Antony a été un peu imprudent, mais c'est pas lui qui a tué Markovic, mais il a probablement rendu des services pour se débarrasser du cadavre. Dans ce dossier de l'affaire Markovic, une contre-autopsie établit que Markovic a été tué d'une balle
et une enquête fait la preuve que son linceul était constitué par des housses qui enveloppent les matelas Tréca lors de leur livraison. Après une enquête, la police apprend que François Marcantoni s'était fait livrer à sa propriété de Goussainville en Eure-et-Loire un matelas de cette marque juste avant le crime. Matelas et housse s'adaptent parfaitement et, coïncidence troublante, il s'agit d'un matelas fait sur mesure à des dimensions tout à fait particulières. C'est vrai qu'il y a de fortes présomptions, sinon sur Marcantoni, en tout cas sur l'environnement de Marcantoni. Il y avait l'histoire du matelas, elle n'était pas évidente, c'est pas probant. Bon, c'est vrai, il y avait une suspicion lourde, mais tout ça, c'était des suppositions. Il n'y avait rien de tenait. On peut reconnaître qu'il y a un silence total partout. Il n'y a jamais eu, bon, on a beaucoup parlé des affaires de mœurs et tout, mais on n'a jamais trouvé quelque chose qui pouvait mettre sur la piste de l'assassinat de Markovic. On a trouvé des mobiles, mais on n'a pas trouvé les auteurs, quoi.